S'il est clairement l'un des, sinon le film le plus attendu de l'année de par le globe, ce troisième opus de la saga de James Cameron n'arrive pas dans nos salles avec la même sensation de manque qu'après les 13 ans d'attente entre le premier et le second volet. Qu'en est-il donc de cette fin de cycle? Les deux premiers suivaient une structure similaire, celui-ci reprend-il cette recette ou innove-t-il? À chaque fois, les personnages étaient certes archétypaux, mais toujours bien écrits avec des propos et des prises de position toujours justifiées. Le troisième poursuit-il cette qualité? S'enfonce-t-il dans les stéréotypes ou approfondit-il des personnages nuancés? Et qu'en est-il de la question de la croyance et de la foi envers la divinité planétaire, un sujet moins abordé dans le précédent volet? L'humour du premier est-il d'ailleurs toujours présent ou rentre-t-on dans une phase plus sombre et sérieuse? Là où le premier était un récit d'initiation doublé d'un film de guerre anti-impérialisme, et le second un récit de famille doublé d'un film de résistance interespèce, où nous emmène donc ce troisième volet? Vers un récit d'émancipation et un film de guerre civile? Qu'apporte donc-il? À la fois beaucoup et pas grand-chose? La réponse est en effet plus nuancée que prévu. Plus que son univers, ses personnages ou ses thématiques, le principal attrait de la franchise Avatar reste malgré tout sa promesse d'un spectacle inédit permis par une technologie novatrice. Or, ayant été tourné simultanément avec La Voix de l'eau, de Feu et de Cendre est le premier volet de cette saga à n'avoir rien d'inédit en termes de progrès technique. Le film reste un véritable voyage dans un ailleurs et un grand spectacle visuel aux effets spéciaux à la pointe de la technologie qui offre un niveau de détail renversant dans les mouvements, les regards et les expressions faciales de personnages pourtant intégralement numériques. La 3D apporte à nouveau son lot de sensations et d'immersion avec une remarquable profondeur de champ, malgré une variation de fréquence d'image un peu plus contestée. Et la profondeur de champ, ils en font jamais trop avec ça. Et cela reste donc une véritable expérience de salle, mais qui s'avère finalement moins, ou plus précisément moins souvent, époustouflante que les précédentes. La claque immersive n'est en effet pas aussi forte dans la mesure où le film véhicule moins d'imaginaire que les deux autres. Certes, il présente de nouveaux décors et de nouveaux clans, les messagers du vent et le peuple des cendres, mais il ne les explore pas. Le film ne rejoue pas à nouveau la carte de la découverte d'un nouveau monde, et, ce qui peut s'entendre pour une conclusion de trilogie, il préfère réunir les éléments des deux précédents volets dans une intrigue qui relie de manière fluide les trois dimensions présentées, terre, mer, ciel. Malheureusement, le film choisit pour cela de revisiter certaines séquences qui paraissent alors répétitives, aussi bien dans la mise en scène que l'enchaînement des kidnappings, libérations et autres affrontements, rendant l'ensemble un peu trop long, ce que les précédents évitaient toujours malgré leur durée, et alors même que ce troisième opus est le plus riche en action. C'est pourquoi la bataille finale apparaît finalement moins mémorable que d'autres combats de moindre importance narrative, mais plus novateur, comme celui dans les airs ou dans une base militaire, sorte de ville raffinerie, qui donne à voir le côté sombre et métallique de cette nouvelle humanité. En somme, Cameron rend malheureusement son univers imaginaire trop familier pour que le spectacle transmette la même magie que les deux autres volets. Or, l'exploration et l'émerveillement qui va avec, étant moins présents cette fois-ci, le récit prend alors plus de place et d'importance dans le film. Et Pandora n'est pas seulement un spectaculaire décor naturel, c'est aussi un monde régi par des croyances et des rites anciens et peuplé de figures archétypales. C'est une histoire à portée universelle qui s'inscrit dans une tradition mythologique assumée, qui développe un récit fondateur homérique où les thèmes de filiation, de transmission, de sacrifice et de réconciliation s'entrelacent. Cet aboutissement du premier cycle d'Avatar développe ainsi des conflits moraux plus ambigus et accorde une vraie attention à l'évolution de ses personnages. Son point de départ, au lendemain de la tragique conclusion du précédent volet, est ainsi passionnant en s'attaquant aux différents chemins que prend la famille Sully dans son deuil à travers diverses réactions et comportements imparfaits. De Feuilles de Cendre amplifie donc les thématiques des deux premiers volets en y insufflant une certaine noirceur et une colère partagée. Il confronte les dilemmes qui hantent Jake, la haine raciste à l'égard des humains qui dévorent Neytiri suite à la mort de son enfant, la culpabilité doublée d'un sentiment de rejet que traverse Loak, et la transformation d'un Quaritch qui gagne en complexité, tiraillé entre sa condition d'arme humaine et une identité qui le dépasse. Le film ajoute ainsi de la profondeur à ses personnages tout en continuant à développer l'univers, notamment à travers une nouvelle méchante, un rival efficace de la mère Sully, qui ajoute une boucle au cercle de perte et de traumatisme qui alimente le feu de la haine dans ce récit. Il approfondit également la relation des êtres avec la nature et la planète en tant que telle, et en profite pour lancer l'ultime offensive contre un impérialisme mutant en colonialisme à travers l'intérêt des humains pour le jeune Spider. Et à l'image de l'adaptation de ce personnage par la planète elle-même, le film introduit d'excellentes idées, parfois assez radicales, bien que pas nécessairement toujours pleinement abouties. C'est quand même un blockbuster qui explore la xénophobie d'une de ses protagonistes à travers la honte de sa différence face à leur représentation du clan. C'est un film qui met quand même en scène une tentative de suicide et ouvre un audacieux débat sur le meurtre prémédité d'un enfant à des fins plus grandes pour l'espèce. Ce sont des choix de scénario bien plus osés que dans le second opus,
Mais malheureusement, ces fortes idées ne sont pas pleinement exploitées, de même que la trajectoire en miroir de Quaritch avec Jake, le poids de la croyance, ou l'introduction de Na'vi tellement déconnectés de leur environnement qu'ils en viennent à devenir kamikazes, sans oublier une antagoniste, interprétée par Ona Chaplin, qui dégage une véritable férocité, mais dont les intrigantes violences signifiées et pertes de foi sont réduites à un simple contexte. En fait, symboliquement, c'est un scénario qui est fort, mais dont le manque de subtilité et la structure du récit ne peuvent que générer de la frustration. Et ce sentiment vient du fait que le récit est à plusieurs reprises sur le point d'embarquer dans une direction fondamentalement plus profonde ou intéressante à travers ses idées novatrices, avant que les personnages ne renoncent ou soient empêchés de faire un choix crucial. En somme, le contexte du film vient toujours s'imposer lorsque le rythme du film ralentit autour d'un sujet à explorer. Le récit ne fouille donc d'une part pas assez ses bonnes idées, ou d'autre part ne laisse pas assez respirer ses moments forts. Et au-delà de certains dialogues relativement pauvres ou d'une trame assez mécanique, la narration crée également un léger décalage dans le récit. Après un premier film où la narration était assurée de manière organique par le héros à travers ses débriefings pour la science, et un second où elle était assurée par le même personnage en voix off et sous le point de vue familial, dans ce troisième opus on bascule sur l'un de ses fils. Or, certes, c'est un récit de transition entre les parents et la nouvelle génération, mais l'intrigue concerne encore, au moins à part égale, les adultes. Un double narrateur dans ce volet, avant de se concentrer pleinement sur les enfants, aurait ainsi pu potentiellement permis de ne pas créer un décalage entre les protagonistes du film et les vrais personnages principaux de l'intrigue. Frustrant de prime abord et pas aussi impressionnant que ses prédécesseurs, cet Avatar 3 reste donc une grande aventure familiale qui n'explore pas pleinement toutes ses pistes de qualité, mais fascine suffisamment dans ses conflits entre père et fils pour vous souhaiter un Feliz Navidad. Quel jeu de merde pourri, putain. Allez, bon Noël à tous.